qui va nous occuper aujourd'hui. Océane Consulting donc, sont experts de la transformation digitale, intégrateurs de solutions liées à la dématérialisation, experts du traitement du cycle documentaire et éditeurs de logiciels. Nos deux intervenants, nous sommes ravis de les accueillir aujourd'hui. Nous avons tout d'abord Morgane Hervé, directeur général de Manche Numérique, syndicat mixte créé pour accompagner les collectivités territoriales adhérentes dans leur transition numérique. Vous étiez auparavant, vous avez occupé différentes fonctions chez Manche Numérique et vous avez été directeur des services en ligne pour le Premier ministre. Et à ma gauche, nous accueillons Alain Helvic. Bonjour. Consultant numérique et directeur de projet sur la transition digitale, président de la société Alphisian, directeur de projet et consultant opérationnel chez Océane Consulting, responsable des partenariats et directeur de projet chez DocaPost et enfin, directeur de projet chez DHL Mail Global France. Moi, je me présente Julien Prévoto, je suis responsable de collection éditoriale sur les thématiques d'administration, de finances locales et de marché public aux éditions VK. Donc, au cours de cette webconférence, vous en avez l'habitude, vous pourrez poser vos questions via la fenêtre questions de l'interface GoToWebinar sur la droite de votre écran. Nous ferons notre possible pour y répondre au cours de la présentation et nous garderons quelques minutes au terme de la webconférence pour répondre, faire une petite séance de questions-réponses. Enfin, nous vous informons que cette conférence donnera lieu à un enregistrement qui sera mis en ligne et dont le lien vous sera envoyé par mail dans quelques jours. Alors, sujet très vaste aujourd'hui, un GED, RGPD. On assiste depuis quelques années maintenant à une modernisation accélérée de l'administration et avec des obligations réglementaires qui arrivent. On a eu le PESV2 en janvier 2015, on a eu le Chorus Pro sur la dématérialisation financière, on a le DUM qui arrive fin d'année pour les marchés publics, on a évidemment le RGPD le 25 mai 2018. Toutes ces obligations posent énormément de problématiques pour les collectivités en particulier. Donc, on va essayer un petit peu de répondre à toutes ces interrogations. Donc, je passe la parole à Alain Helvic pour démarrer le sujet autour de la GED et le cycle de vie du document. Bien, merci. Donc, bonjour à toutes et à tous. La GED, c'est une technique, ce sont des solutions qu'on connaît maintenant depuis quelques années. On a traditionnellement l'habitude de placer la gestion électronique de documents au centre du cycle de vie du document. Donc, ce cycle de vie du document, il s'articule sur plusieurs étapes. D'abord, sur le document entrant, on appelle la phase d'acquisition, la phase de capture des documents, avec de la prise de vue, de l'extraction de données, l'indexation. Et on verra tout à l'heure, dans le cours de cette présentation, des techniques qui permettent d'analyser les flux de données. Le circulant, c'est une fois que le document est inscrit dans la gestion électronique de documents, on l'exploite. Par le classement, bien sûr, par la recherche, on a l'intégration de documents de données. On verra aussi qu'on est capable d'analyser les documents, et donc les données inhérentes, dans le stock, ce qu'on appelle le stock. Et enfin, les documents sortants, la restitution, ça peut être de l'export, ça peut être des processus éditiques. Comme vous le savez, le papier n'est pas mort. On parle depuis quelques années du bureau zéro papier, mais est-ce qu'on y arrivera un jour? Il y a de fortes chances qu'on conserve quand même des flux papier encore très longtemps. Les problématiques de conservation des documents, donc on aura peut-être l'occasion de différencier la GED par elle-même des coffres probants et des SAE. La problématique de signature électronique qui s'impose maintenant un peu partout. Et en ce qui concerne l'organisation du flow, du workflow, tout est inhérent également à la mise en place d'un processus global de gestion du document à travers le workflow. Une fois qu'on a positionné ces différentes étapes, juste un petit focus sur la capture du document. On est quand même dans un monde hybride, hein. On a papier et on a données. Donc, on peut avoir un circuit en PDF image. Ça, c'est le processus permettant de transformer le papier en document image, la plupart du temps au format PDF. Et on a du PDF natif, PDF vectoriel, qui arrive également dans nos systèmes.
Une fois qu'on a ces documents, on utilise des solutions et des processus de lecture automatique de documents, orientés sur des moteurs OCR, afin d'en extraire des métadonnées. Ces métadonnées, la plupart du temps, vont nous permettre d'établir des index, processus d'indexation, le plan de classement. Une fois qu'on a réussi à extraire ces métadonnées, on les utilise pour l'insertion en GED, documents, données. C'est ainsi qu'on a la base GED. On verra tout à l'heure, quand on parlera des apports et des bénéfices de la GED en matière de RGPD, qu'on dispose déjà d'une centralisation qui est bénéfique pour les contrôles ultérieurs des documents et des données sensibles qui peuvent être évidemment incluses, comprises dans ces documents. Donc, comment fait l'intégrateur pour mettre en place et enrichir la solution GED? Eh bien, il met en place des connecteurs. Donc, dans ce cycle de vie de document, en haut sur ce slide, vous voyez les entrées, les inputs, toutes les fonctions de capture, que ce soit du fichier, que ce soit l'email, que ce soit du papier, bien sûr, ou que ce soit des données extraites directement depuis les ERP, depuis les PGI. Vous avez des connecteurs permettant de compléter la conservation de documents vivants par de la conservation d'archives, et notamment d'archives à caractère probatoire, donc loi de mars 2000 déjà. Et donc, on a mis en place des connecteurs permettant de ranger les documents dans des coffres-forts comme Digipost, le coffre-fort de l'adhérent, du citoyen, du salarié, des coffres-forts entreprises comme celui de la filiale de la Caisse des dépôts, CDC Archinion. Vous avez aussi le coffre security.com qui est interfacé avec un nombreux GED. Pourquoi? Parce que security.com propose des coffres qui sont installés chez les clients. Parfois, ça les rassure d'avoir un coffre en interne chez eux. On a des applications métiers, bien entendu, des connecteurs qui permettent de greffer, de connecter la GED avec des applications métiers. Et on a l'émergence de la signature électronique. Certains documents émis ou extraits de la GED sont soumis, sont proposés à la signature électronique. Merci Alain Helvic pour cette présentation de GED. Morgane Hervé, vous allez nous parler, faire un petit retour d'expérience sur ces questions avec Manche Numérique, sur la mise en place d'une GED transverse mutualisée. Modeste retour d'expérience, c'est tout frais, parce que la peinture est à peine eu le temps de sécher. Alors juste un premier mot, je vous rassure, je ne vais pas vous parler de moi, mais c'est juste un petit erratum sur des fonctions passées. C'est vrai que j'ai fait, dans une vie antérieure, un petit passage par la direction du développement des médias, mais j'ai pas eu la chance d'être directeur et de participer au programme de numérisation des services de l'État, mais du coup, j'adresse une cordiale candidature au Premier ministre, s'il veut que mes modestes compétences on espère qu'il vous entendra. Mais je sais que le programme est en cours, le SGMAP y œuvre, et le dernier décompte qui est paru nous laisse penser que l'État est en train d'ouvrir et travaille de concert avec les collectivités en bonne intelligence sur ces programmes de transition numérique. Juste avant de parler de la GED, vous dire quand même un petit mot de ce qu'est Manche Numérique. Je me posais justement les questions pendant que Hervé intervenait sur comment faire simple, parce que je vois le chrono tourner. Je vais du coup détourner une formule de Guitry qui disait que le mariage, c'est l'art de régler à deux des problèmes qu'on n'aurait jamais eu seul. Nous, en fait, on a participé, donc, comme beaucoup de syndicats maintenant à l'échelle nationale, on a créé un syndicat de moyens dont l'objet est finalement de résoudre ensemble des problèmes qu'on aurait du mal à résoudre seul. Alors, certainement des grandes collectivités, mais dans un contexte comme celui de la Manche où on a le département qui a une force de frappe importante, mais surtout une très forte atomisation communale avec des toutes petites communes. Nous avons donc syndiqué les moyens dans une structure qui est donc Manche Numérique, dans laquelle nous présidons à la gouvernance des politiques publiques numériques du département. Avec en fait 3 missions principales. La première, c'est la tuyauterie, donc déploiement FTTH, enfin la fibre à abonnés, les réseaux radio, plus récemment un réseau Internet des objets. Une deuxième mission, qui est celle qui nous intéresse, on a monté une direction unifiée des systèmes d'information, en quelque sorte créer la DSI de ceux qui n'en ont pas. Donc on n'a pas rajouté les moyens, en fait, on a pris les moyens qui existaient, on les a mutualisés par des mécanismes de mise à disposition, et donc on sert les compétences qui existent aux petites communes à travers cette direction unifiée des systèmes d'information. Et puis, nous avons une autre mission, on parle beaucoup d'inclusion numérique, donc on a cette mission d'animation du territoire,
d'animation des écosystèmes digitaux, nurseries numériques, coworking, etc. Mais je ne vais pas vous faire une longue séance de présentation de manche numérique. Sur le sujet donc, de la GED, alors on est enclenché sur les projets de dématérialisation depuis 2005, mais là on est plutôt dans une démarche où on essaye d'urbaniser un socle technique qui va permettre à l'ensemble des collectivités d'accélérer leur transition numérique. Et pour cela, en fait, on essaye de factoriser des besoins entre différentes collectivités, les petites, les moyennes et puis les plus grosses, de mutualiser ces investissements-là et donc de mutualiser ensuite la solution qui va permettre d'enclencher ce dispositif de transition numérique. Donc, sur le projet de gestion électronique documentaire, la philosophie de notre projet, elle a tourné autour de deux axes. Une GED transverse, donc ça c'est à l'intérieur d'un socle qu'on va déployer pour un client, c'est éviter la prolifération de GED verticales, développer des processus collaboratifs. Comme l'a décrit Hervé, c'est mettre en place des outils qui vont permettre de gérer le cycle documentaire complètement et puis interagir avec l'ensemble du système d'information. Donc, la partie GED transverse, elle est aussi dictée par une logique de maîtrise des coûts. Hein. On va pas empiler en fait des silos de GED les uns à côté des autres, alors que on a la possibilité de créer, standardiser des macro-processus pour les directions métiers et de rendre en fait transversale cette GED. C'est vraiment l'axe premier, transversalité. Ensuite, c'était générer au sein de chaque organisation un hub documentaire qui va permettre ensuite, à travers des process et des workflows et des gestions de métadonnées, d'effectuer sur le traitement documentaire différentes actions. Et évidemment, l'action cible pour beaucoup de collectivités, c'est l'archivage intermédiaire ou l'archivage final à valeur probante. Mais avant ça, et bien en amont, il y a toute la capture, l'acquisition des données, les traitements collaboratifs autour de cette donnée, et puis évidemment tout l'environnement de travail collaboratif qui permet justement à travers cette GED transverse, même si c'est impensif à ce stade parce que quand il faut le mettre en place c'est un peu plus complexe, mais c'est véritablement l'alibi pour travailler sur la réingénierie des process et l'optimisation du fonctionnement des organisations. D'ailleurs, vraiment le projet et la vue organisationnelle, c'est vraiment l'axe qu'il faut mettre comme un préalable, la GED n'étant qu'un moyen ou une solution technique, mais ce n'est pas la finalité. La finalité, c'est vraiment d'outiller l'organisation. Deuxième critère, donc GED transverse. Deuxième critère, GED mutualisé. Alors, mutualisé au sens multi-client pour nous. Donc, comme j'évoquais que Manche Numérique, en fait, dans son ADN, a cette volonté de construire des solutions pour l'ensemble de ses clients, donc des petites communes, des villes de petite taille et potentiellement des agglomérations ou des grosses collectivités, comme le conseil départemental, évidemment, qui est membre de Manche Numérique. Nous avons essayé de construire un socle technique. Donc, ce socle, c'est d'abord les ressources d'infrastructure. Donc, on a la chance d'avoir monté un projet qui s'appelle Cloud Manche, qui est en fait une combinaison d'un réseau que nous opérons, qui nous permet d'interconnecter des sites publics, reliés à 2 data centers, qui nous permet d'héberger, donc de concevoir, d'exploiter et donc de délivrer ensuite du service et de supporter auprès de nos membres. Donc en fait, on va dire que la tuyauterie et les couches d'infra, on les maîtrise, et donc là, on cherchait une solution qu'on pourrait héberger et maîtriser pour l'ensemble de nos clients. Donc chaque client n'a pas à monter son infra ou à remonter un socle technique. Donc ça, on le mutualise. Vraiment la partie technique. Et puis après, il y avait aussi l'idée de créer des masters, des profils de collectivités en disant les petites collectivités, les moyennes collectivités. Alors les plus grosses, c'est un autre sujet. Là, on va rentrer dans des paramétrages vraiment plus complexes, mais les petites collectivités et les moyennes collectivités, en fait, on a beaucoup de process qui sont, et des macro-processus qui sont tout à fait communs. Donc, pour la gestion de la vie politique, pour la gestion de la commande publique, pour la gestion du courrier entrant, pour la gestion des flux comptables. Après, ce qui devient plus complexe, c'est là où on a besoin de se tourner
vers des partenaires. C'est quand il faut ensuite faire l'intégration, travailler avec les connecteurs, monter, faire dialoguer cette GED avec un bus, des ressources type un CRM en entrée ou une plateforme d'archivage en sortie. Voilà, donc ça, le projet a été vraiment tourné autour de ces deux axes, fonction transverse, fonction mutualisation. Pour la mise en œuvre de ce projet, alors on a ajouté une complexité par la difficulté d'associer des profils très variés. On se doute quand même s'il y a des macro-processus qui sont communs. Néanmoins, les besoins d'une petite commune ne sont pas ceux d'une grosse direction métier, d'une grande collectivité. Donc, il faut arriver à faire des focus group avec les utilisateurs, trier ce qui peut être commun. Donc, ça, c'est, on va dire, les quick wins. Hein. Alors, peut-être que c'est que 20% des fonctionnalités attendues d'une GED, mais c'est quand même 80% de ce qui supporte les besoins courants d'une collectivité. Donc là, il faut bien identifier les profils qu'on va associer, dissocier ce qui peut être vraiment commun de ce qui va être vraiment spécifique pour chaque client. Définir, alors j'aurais pu évoquer ce point-là avant, mais effectivement, une fois qu'on a associé nos profils de clients, on savait exactement ce qu'on voulait, mais il fallait quand même définir quel était exactement le chemin qui allait nous permettre d'atteindre cette cible. Donc nous, on a privilégié le dialogue compétitif. C'est vraiment pas le plus court chemin, parce que c'est une procédure qui est longue, qui peut être un peu fastidieuse, mais qui nous permet néanmoins de vraiment challenger différentes solutions et de vraiment graver dans l'ADN du projet véritablement nos attentes, ce qu'on a essayé de faire. Donc nous, on cherchait une solution qu'on puisse maîtriser. Vous l'avez compris, on fournit un socle technique qui est le substrat projet, et ça, on veut évidemment le maîtriser. Néanmoins, on n'a pas vocation à développer chez nous pour exploiter et supporter cette GED une armée mexicaine. Donc il a fallu évidemment combiner notre souhait de maîtriser le cœur du projet et en même temps de fournir des interfaces qui vont permettre d'avoir une certaine abstraction par rapport à l'énorme technicité qu'il peut y avoir sur le moteur de GED brut. Voilà. Et donc c'est aussi un choix pour accélérer la dissémination du projet. Donc là, dans le mode projet, nous avons fait des groupes de travail pour associer, pour vraiment travailler sur la partie définition des plans de classement, définition des métadonnées, définition des process, définition des macro-process. Là, c'est souvent dans cette phase-là où on est obligé de faire des arbitrages qui sont parfois très sensibles sur la nécessité d'avoir une bonne couverture fonctionnelle, mais néanmoins de garder des workflows qui vont être assez standards, sinon la soutenabilité et le maintien en conditions opérationnelles, les montées de version sur les solutions deviennent après de véritables casse-têtes. Donc ce sont à chaque fois des arbitrages qui sont parfois difficiles. Chacun doit faire un pas et renoncer, mais c'est là où l'animation projet est extrêmement importante et il faut dès le départ bien partager les objectifs que j'ai évoqués au démarrage. Voilà, donc nous avons travaillé sur ce socle, l'interfacer avec les priorités qu'on s'était fixées. Alors l'interfacer, ça veut dire l'interfacer avec un parapheur, l'interfacer avec le Chorus Portail Pro, le portail qui nous a permis de mettre en place la dématérialisation des factures, les applicatifs comptables. Demain, l'esprit du projet, c'est-à-dire d'avoir vraiment cette pierre angulaire, la GED, qui va permettre de bâtir ce socle de dématérialisation. Et donc, le relier demain à des applicatifs comme le SIRH. Évidemment, le SIRH, ça veut dire derrière aussi potentiellement un coffre-fort électronique pour passer sur la démat de la paix. Le relier au SIHA, on parle de l'arrivée du DUM, donc là, de toute façon, le tsunami de la démat arrive pour tout le monde et en priorité, ça peut être un sujet d'inquiétude d'abord pour nos soumissionnaires, les plus petits. Voilà. Donc aujourd'hui, pour vous faire, je vous ai dit, la peinture est tout juste sèche. L'état de notre déploiement, donc là, on a basculé évidemment en production. On a la dématérialisation de tous les bons de commande. On assure du coup le rapprochement des bons de commande des factures. On fait la validation du service fait.
on gère les certificats de paiement. Aujourd'hui, on a autour du processus documentaire des workflows collaboratifs autour de la production des documents liés à la commande publique. Nous avons pu, du coup, maintenant commencer à basculer tout l'environnement documentaire autour de la vie syndicale. Donc, pour des syndicats, même si on se veut être une collectivité agile, on est toujours rattrapé par notre propre lourdeur, nous restons une administration. Donc, nous avons des commissions, des bureaux, et donc tout ça génère un environnement documentaire important pour la vie politique, on va dire, générale de notre syndicat. Et donc nous avons déjà outillé ça. Là, on commence à travailler sur la démat des courriers entrants et sortants, et en parallèle tout l'environnement projet, puisque Chenec est aussi une structure d'ingénierie, donc une grosse activité projet. Voilà. Donc, pour conclure, juste vous dire un petit mot sur les moyens techniques que nous avons mis en place. Donc, la solution que nous avons déployée nous permet d'avoir un socle d'infrastructure qui repose sur des composants qui nous permettent de faire de la conteneurisation des données. Donc là, c'était des enjeux, parce que quand on a défini notre socle technique, on voulait, dès le départ, être compatible RGS. On a fait donc l'ensemble des audits qui sont liés au RGS, qui ont permis à la solution aussi de faire des ajustements pour répondre à l'ensemble de la conformité au RGS. Évidemment, nous, on souhaitait, dans le moment où on a lancé déjà le développement compétitif, se mettre dans la cible de l'arrivée du RGPD. Donc, on avait des enjeux sur la gestion des profils, la traçabilité des connexions, la problématique du chiffrement éventuellement des données, la classification, la purge des métadonnées, enfin, tout l'ensemble des processus qui vont permettre de se mettre en conformité RGPD. Donc la GED n'est pas l'alpha et l'oméga, mais en tout cas, ça contribue à faciliter certains processus qui vont permettre de se mettre en conformité avec les RGPD. Donc ça, c'est pour toute la partie socle technique. On a un outil qui nous permet de faire aussi une abstraction sur tous les outils de BPM, qu'on appelle la fabrique, et il y a un front utilisateur qui est ergonomique, qui était un choix. Donc là, ça veut dire que on quitte l'environnement libre pour passer sur des couches d'intégration qui est son propriétaire, mais nous, le choix, c'était aussi de trouver un intermédiaire entre bien maîtriser, voir ce qu'il y avait sous le capot, et en même temps, pas assurer non plus tout à fait pour tout intégrer. Donc, on a aussi besoin de renvoyer vers l'utilisateur des solutions ergonomiques. La composition de l'équipe, un chef de projet chez nous qui a fait en permanence ce lien entre les ressources vraiment techniques et les directions métiers. L'interface, et parfois c'était les joies, les peines, hein, puisqu'il y avait régulièrement des arbitrages à faire. Les techniciens qui nous ont permis de monter le socle d'infrastructure, où là on voulait aller très loin, pas une simple documentation, mais vraiment un pur transfert de compétences pour pouvoir justement assumer le crash recovery, être complètement autonome sur la capacité à monter des containers à la volée en presse-bouton, on va dire. Aujourd'hui, on a un centre de service qui assure le niveau 1, et ensuite, on a une équipe aux applications avec 4 personnes qui assurent le niveau 2, le niveau 3 étant réassuré par notre prestataire. Voilà, je pense que j'ai fait le tour des sujets, puis je crois qu'après, il y a une partie plus interactive avec les participants, voilà, que je salue au passage. Merci. Merci Morgane. On se rend bien compte effectivement de la complexité de passer une dématérialisation à la fois sécurisée, à la fois agile, le besoin certainement d'ingénierie et d'accompagnement pour les petites et moyennes collectivités en particulier. Donc finalement 2 ans de lancement et mise en production, c'est plutôt c'est déjà une belle prouesse. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire et à faire effectivement sur ce domaine-là. On va poser une petite question à nos participants. Question toute simple, mais disposez-vous d'une solution GED dans votre structure? Question préalable auquel vous pouvez répondre dès à présent, et on commentera ces résultats. Nos intervenants pourront nous dire ce qu'ils en pensent dans quelques minutes.
Nous allons poursuivre en attendant avec vous, Alain, sur les conditions de succès de la GED, de la mise en conformité RGPD. Bon, donc on a vu avec Morgane que la GED n'était pas seulement une solution statique, une solution de conservation, une solution de dépôt, mais qu'elle participe en plein à la vie au quotidien de l'entreprise, de l'entité, parce qu'elle permet de faire de l'optimisation d'échanges et du travail collaboratif. Elle permet également d'intégrer les processus métiers, les processus de qualité, et on est toujours en plein milieu du cycle de vie du document. Donc, cette GED, au-delà de ses apports, nous apporte bien plus d'apports que la simple sauvegarde de documents. Elle met en interaction les applications métiers, mais elle permet également, au-delà de ses apports traditionnels qui sont connus, de pouvoir centraliser le dépôt de documents. Donc ça, c'est quand même quelque chose de très important en matière de RGPD. On va voir qu'à partir du moment où l'information, le document et les données sont centralisées dans une GED, cette concentration permet de mieux exercer un contrôle de ces documents quant à la qualité de confidentialité des données qui sont inscrites. Donc on conserve l'idée de pouvoir analyser les flux entrants, les stocks, le contenu de la GED, mais également les flux sortants, tout ce qui est émis à destination du monde extérieur. Donc pour ça, on va commencer à parler un petit peu de RGPD, c'est quelque chose dont vous entendez probablement beaucoup parler ces temps-ci, évidemment. Donc juste, on rappelle quatre points sur lesquels on insiste, en disant d'abord que toutes les organisations qui collectent les données personnelles sont impactées, évidemment. La portée, c'est toutes les entreprises du monde, les entités, toutes les entités qui travaillent avec de la donnée personnelle. Une des obligations importantes, c'est de pouvoir notifier les violations de la donnée dans un délai de 72 heures, ce qui est extrêmement court tout de même. Je vais parler des sanctions, c'est toujours quelque chose qui fait peur évidemment à tout le monde, c'est jusqu'à 4% du chiffre d'affaires mondial. Ce sont des sanctions qui sont financières, mais qui relèvent également du domaine pénal. Et enfin, le calendrier, le 25 mai 2018, chacun sait que ce n'est pas à partir de minuit que ça va se déclencher, mais les entreprises auront pour obligation de se mettre en conformité. Alors, pour pouvoir aider les entreprises à le faire et les entités, on s'est intéressé à tout ce qui est outils sémantiques. Donc, pour parler de ça, on a commencé à faire des expérimentations avec des outils sémantiques. Donc, les outils sémantiques sont des outils qui nous permettent de répondre à 4 types de besoins. Je vais commencer par l'expérience client, c'est-à-dire tout ce qui est gestion automatisée des emails, les FAQ, gestion des réclamations et des sinistres, gestion des formulaires et analyse des sentiments. C'est important parce que ça permet de mieux connaître le client. Deuxième grand domaine dans lequel les outils sémantiques vont s'exercer, c'est le capital humain. Donc, c'est tout ce qui analyse des CV, offres d'emploi et la cohérence entre les CV et les offres d'emploi. On a une belle réalisation qui s'est mise en place à l'APEC dans ce contexte-là. Troisième grand domaine d'application de l'intelligence cognitive, c'est la gestion de la donnée marketing, la gestion de la donnée concurrentielle, la vision du client, toujours dans la perspective de mieux connaître le marché. Et enfin, on arrive au juridique, à la gestion de risque. Donc, c'est la gestion de contrats, c'est le KYC, dont on parle beaucoup, Know Your Customer. Donc, et c'est le RGPD. Et on va voir pourquoi, comment on peut appliquer les outils sémantiques aux conditions nécessaires pour se mettre en conformité vis-à-vis du RGPD. Donc, je reviendrai sur ce schéma après. On a vu que la GED était centralisée. On peut appliquer à la GED des extractions grâce à un module extracteur mis en place par votre intégrateur préféré. Et à ça, on va appliquer le moteur sémantique. Donc, ce moteur sémantique va faire des analyses sur ces extractions et en déduire toutes les données sensibles. Une fois qu'il aura fait ça, on pourra soit réinsérer dans la base de données, soit laisser en l'état le document dans la base de données et utiliser ces nouvelles cartes documentaires pour produire le document sortant. On peut faire exactement la même chose sur les flux entrants.
Alors, on va rentrer sans aller dans le détail, évidemment, sur les principes cognitifs utilisés. Donc déjà, ce slide sur la catégorisation des mots, la lecture automatique de documents vous permet d'identifier un mot. Prenons ici sur ce slide le mot Zurich. Le mot Zurich, c'est une ville, mais c'est aussi une société et c'est un produit. Eh bien, le moteur cognitif, les conditions de sémantique d'analyse vont nous permettre de distinguer ce mot dans ces différentes compréhensions. À partir du contexte du texte qui va être reconnu, qui va être connu, qui va être apprécié, qui va être analysé par le moteur sémantique, vous pourrez dire, OK, dans cette position, le mot Zurich, c'est la ville. Dans cette position, le mot Zurich, c'est la société. Et dans cette position, le mot Zurich, c'est le produit qui est utilisé. Donc, ça nous permet d'avoir une bien meilleure connaissance que la pure exploitation de la lecture automatique du document. Donc, ça, c'est le premier point. Deuxième point, donc sur ce slide-là, un petit peu compliqué, comment marche un moteur cognitif? Il s'appuie sur ce qu'on appelle un réseau sémantique, Sensigrapho, qui est une cartographie. On a dans cette cartographie des neurones et des synapses, pour faire l'analogie avec le cerveau. On a des concepts et on a des relations interconcepts. Ce qui nous permet, grâce au moteur, de faire, premièrement, une analyse morphologique. Donc, à droite, vous voyez que l'analyse morphologique, c'est ce qui permet de décomposer les mots. Je fais la distinguo entre bien, bienvenue, bienheureux. Un cran plus haut, l'analyse syntaxique. Ça me permet de distinguer le sens du mot soupe dans la phrase « il sert la soupe », distinguer de la phrase « il utilise la louche pour le dessert », il utilise la louche pour la soupe, ou il sert la soupe avec la louche. Donc, vous voyez que le mot louche, là, il doit distinguer ces différents sens. Troisième appréciation, l'analyse logique. La phrase, c'est Charles Durand, représenté par l'avocat Daniel Dupont, est marié à Élise Rouet. Donc, le moteur sémantique nous permet d'apprécier le fait qu'elle est mariée à Charles et pas à Daniel. Et enfin, l'analyse sémantique par elle-même qui permet de distinguer le vol du sac du vol de l'avion. Donc, ça, ce sont les éléments de base, ce sont les fonctionnalités de base que nous permet le Sensigrapho, le graphique, et le moteur d'analyse. À partir de ça, pour aller un peu plus dans le concret, nous sommes en présence ici d'un document. Dans ce document, la première action que l'on va faire, c'est cartographier les différentes données. Donc, on va pouvoir donc identifier les données qui sont présentes dans ce document et extraire les informations sensibles. C'est la première opération qu'on va faire. Donc, ces différentes opérations sensibles sont classées en tant qu'adresse, en tant que compagnie d'assurance, destinataire, email, expéditeur, etc., etc. Ça veut dire que déjà, on a une connaissance de la cartographie de chaque document en matière de données sensibles. Deuxième opération, une fois qu'on a fait ça, on réalise l'opération d'anonymisation, c'est-à-dire qu'on va anonymiser les données sensibles de façon à ce qu'elles ne soient pas exploitables ni lisibles. C'est une opération qui peut être faite automatiquement, ce qui veut dire qu'on a le choix d'anonymiser tout ou partie des documents. Au-delà de la connaissance précise qu'on a des données qui sont présentes dans le document, on peut les rendre invisibles. On peut également les identifier avec des mots-clés, donc remettre dans le document l'information qui a été anonymisée. C'est-à-dire qu'on sait que ce document-là présente une information expéditeur, par exemple, ou une information adresse qui a été rendue invisible. Mais on sait qu'elle est présente en GED. Ensuite, on peut pseudonymiser, c'est-à-dire que ces informations sont reliées avec un lien qui permet de retrouver l'information en GED. Donc, autant l'anonymisation ne permet pas de revenir en arrière, l'information est perdue dans le document produit, autant la pseudonymisation permet, à condition de pouvoir justifier du fait qu'on le fasse, mais permet de retrouver de l'information et de la récupérer pour exploitation. Voilà les opérations que l'on organise autour du moteur sémantique. Donc, pour revenir sur le schéma qu'on a vu tout à l'heure, j'ai mon contenu document en GED, j'extrais via des extracteurs qui se réalisent directement en web service, par un API web service. J'extrais les différents documents, je les soumets au moteur sémantique et je peux donc en générer là une qualité de document qui soit purgée, anonymisée, pseudonymisée des informations sensibles. En tout cas, à tout moment, je connais parfaitement les cartographies des données sensibles présentes en GED ou les cartographies données sensibles de documents insérés en GED
ou les cartographies de données sensibles des documents produits extraits de la GED. Ce qui répond à des impératifs du RGPD à tout moment, hein, bien après les audits préalables, eh bien, je saurai tout à fait maîtriser les informations sensibles que j'ai en GED. Donc, ces présences de données sensibles, elles sont cartographiées, on l'a dit. Si j'ai absence de données sensibles ou si j'ai stockage des données sensibles, je suis maître de l'information et je suis maître de la qualité, de la criticité, de sensibilité de tous ces documents. Voilà, juste quelques retours sur les modes de déploiement. Donc, Morgane nous a dit, on a quand même différentes possibilités de déployer la GED aujourd'hui. Donc, c'est du on-premise sur site client, avec un mode licence et des maintenances préventives curatives. On a du on-premise hébergé, avec un mode licence, maintenance préventive curative et des frais d'hébergement, bien sûr. Et on a en mode SaaS, avec des licences d'usage par user et les SLA qui sont adaptés à ces différents usages en mode SaaS. Alors, on a des modes combinés, comme vous l'a montré Morgane, et on peut maintenant proposer donc de la GED mutualisée avec un mode de déploiement qui permet d'acquérir une GED à des conditions financières optimisées. Et enfin, on l'a dit, sur les conditions de succès de déploiement d'une GED, ça a été évoqué par Morgane tout à l'heure. Donc, en clair, une connaissance des documents incriminés par la production de cartographie documentaire et des plans de classement, les politiques d'archivage, savoir si on est en présence d'une GED ou d'un SAE, un coffre, la connaissance des processus incriminés, la cartographie des processus, Morgane nous l'a dit, impliquer les utilisateurs dès le début, et procéder non pas en mode Big Bang, mais par étapes successives, par des pilotes, par la mise en œuvre de pilotes de façon successive, ce qui nous permettra de maîtriser les différentes étapes du déploiement de cette GED. Et enfin, l'impact RGPD, ça vous le savez, il y a des audits préalables avec l'analyse, pareil, de la cartographie des processus notamment, par la sécurisation des accès, et puis par la condition que nous apporte l'utilisation de ces nouvelles techniques, moteurs sémantiques, pour pouvoir maîtriser totalement la qualité des informations, des données qui sont contenues dans les documents. Alors effectivement, pour apporter la réponse à notre question sondage de tout à l'heure, 70% de nos auditeurs aujourd'hui ne disposent pas de GED actuellement. Donc, dans l'optique effectivement du RGPD, de la mise en conformité, on voit tout l'intérêt aussi peut-être de passer par des solutions GED et de pouvoir à la fois dans la mise en place, de pouvoir appliquer une mise en conformité RGPD via une solution GED. Qu'est-ce que vous pouvez en conclure? Est-ce que ce ratio 70-30 est-ce que vous constatez ça sur le terrain, peut-être Morgane? Alors en fait, dans le cadre de la Manche, en fonction de la taille des collectivités, il est clair que les petites collectivités ne disposent pas de système de gestion électronique documentaire, mais elles ont bien survécu. Maintenant, la superposition des différentes évolutions réglementaires autour de la dématérialisation fait que c'est impossible aujourd'hui de ne pas maîtriser toute la chaîne du processus documentaire. Donc, même une petite collectivité aujourd'hui part sur de la GED. Là, nous, on a donc, ça on le savait, ça n'a pas été une révolution, une commune de 600 habitants qui ne dispose pas de GED, je pense que tout le monde peut le comprendre. On a des plus grosses collectivités qui, elles, disposent de GED, mais ce sont souvent des GED métiers avec des verticaux, et donc c'est très complexe de faire supporter des processus collaboratifs, c'est très compliqué de sortir de l'hyper-tuning et donc d'avoir des macro-processus et de standardiser des modes opératoires entre les directions métiers. Donc voilà, la GED transverse, elle est venue dans certains cas suppléer des GED des verticaux métiers en fait, qui étaient parfois pas tous présents d'ailleurs. Voilà, et donc là, il y a un autre travail qui devient de la haute couture pour aller faire communiquer tous ces applicatifs avec la GED transverse. Donc là, j'ai évoqué le sujet du MUSE, donc souvent, il n'y a pas que un projet GED, quoi. Voilà, donc
je suis pas vraiment surpris et en même temps, je connais pas la segmentation typologie, de nos auditeurs. Donc, s'il y a que des collectivités de plus de 50, 80 000 habitants, je serais surpris qu'il n'existe pas au moins un RZ de GED. Voilà. Maintenant, si c'est des petites communes, je comprends. Voilà. Mais de toute façon, il n'est jamais trop tard pour se lancer dans un plan de transformation numérique. Effectivement, et bénéficier du retour d'expérience avec l'ingénierie par ailleurs, comme peut le faire effectivement Manche Numérique. Alain, qu'est-ce que vous pouvez commenter par rapport à ce basculement pas obligatoire, mais fortement conseillé sur des solutions GED par rapport à la mise en conformité RGPD, effectivement? Alors donc, Morgane connaît très bien le monde des collectivités. Je ne sais pas si on avait fait ce sondage dans un monde exclusivement entreprise, privé, si on aurait eu les mêmes résultats. Peut-être que oui. Je crois qu'il reste encore beaucoup de PME, de TPE, peut-être de TI qui ne sont pas encore dotés d'une GED, qui sont en voie de le faire. On a quand même beaucoup de demandes, beaucoup d'appels d'offres à ce sujet. Alors, je crois que maintenant, tout le monde est conscient du fait que centraliser l'information, c'est beaucoup mieux pour la partager. On partage d'autant mieux une information qui est concentrée, qui est centralisée. On a beaucoup parlé du travail collaboratif, du partage, et de l'intégration de différentes applications métiers dans les processus de GED, de façon à toujours avoir cette centralisation du document et finalement de l'information. On a beaucoup de cas où on a des bases de données réparties un peu partout. On a du mal à avoir une vision globale sur l'information qui est présente dans toutes ces bases et on développe des connecteurs qui vont chercher dans telle base. La centralisation, c'est évidemment, je crois, une des conditions du succès d'abord du travail collaboratif et de l'optimisation du travail que chacun peut faire. Et après, pour le RGPD, j'espère vous avoir convaincu que centraliser l'information, c'est une des conditions essentielles. Ça a d'ailleurs été noté dans pas mal d'études concernant les apports de la GED vis-à-vis du RGPD. Donc, première étape, concentrer l'information, la centraliser pour mieux la maîtriser. Et l'ingénierie telle que peut le faire Syndicat Manche Numérique, sur le reste du territoire, est-ce qu'on a d'autres expériences un peu similaires aux vôtres qui se mettent en place ici ou ailleurs, Morgane? Beaucoup en fait. Il y a des syndicats, ils sont créés presque tous les ans dans tous les départements. Alors, il y a ceux qui se transforment, c'est-à-dire les syndicats informatiques qui, eux, existent depuis plusieurs dizaines d'années. Et puis, il y a ceux qui créent les projets, la tuyauterie, on va dire, et qui sont bien obligés au bout d'un moment de s'intéresser à ce qu'on va faire des tuyaux et donc la problématique des usages. Donc, les collectivités sont assez pragmatiques. On ne réplique pas des structures et un syndicat au-dessus pour rajouter une couche avec encore une strate d'agents. En général, on syndique les moyens qui existent. Donc, voilà. Et puis, de toute façon, avec ou sans syndicat, je veux dire, des projets dont il existe plein entre une ville et une agglo, entre des collectivités qui peuvent coopérer. À ma connaissance, il y a quand même au moins 6, 7, 8 syndicats équivalents aux nôtres de différentes taille départementale, voire supra-départementale, interrégionale, j'en connais quelques-uns, et qui se lancent voilà, dans ces projets. On a tous plus ou moins des approches différentes. Nous, dans notre cas, en fait, déjà, on répondait à une demande de nos clients, entre guillemets. Nos membres sont nos clients, et donc on a fabriqué pour eux un bien indivis. Donc c'est leur GED, même si on a logique de security et privacy by design, on a containerisé et on répond à toutes les problématiques de référence RGS notamment. Voilà, mais donc nous on a aussi eu un intérêt à le mutualiser parce que on a évoqué différents modes. Nous on a choisi un mode build où l'idée c'était justement de chasser des dépenses de fonctionnement, construire le projet et le maîtriser. Donc, on est rentré dans une logique d'investissement dans ce projet. Ensuite, on a réassuré nos collectivités via des conventions avec chacun de nos membres. On définit exactement les rôles et responsabilités de chacun. On a défini des SLA dans lesquels on décrit, on a des engagements de service. Voilà. Donc, on fait quelques projets, mais l'idée, c'est aussi de les basculer dans un mode industriel et avec le bon niveau de service. Voilà, pour que ce ne soit pas un rendez-vous manqué avec nos collectivités. Et on a une petite question, alors on revient un peu sur les questions RGPD, je m'adresse plutôt à vous, Alain. Quelles sont les grandes étapes de mise en conformité par rapport
ce règlement européen qui arrive le 25 mai. Vous êtes tous sollicités pour faire des audits préalables, hein, donc de connaissance, hein, de la matière première avec laquelle vous travaillez, tous ces documents qui rentrent, hein, au-delà des données qui sont directement dans les bases, il y a aussi tous les documents, et beaucoup disent que la faille est dans le document. J'ai vu pas mal de sociétés qui s'intéressaient beaucoup, notamment aux machines multifonctions qui sont installées dans les entreprises et qui permettent d'extraire facilement de l'information et de l'envoyer à l'extérieur. Donc, le document qui entre, le document qui circule au sein de l'entreprise et le document qui est extrait, le document qui est diffusé. Donc, tous ces audits préalables vont permettre d'avoir déjà, premièrement, une bonne connaissance des processus documentaires, une bonne connaissance des données inscrites dans les bases de données, extraites du document ou pas d'ailleurs, premièrement, mais après, il y a un plan d'action. Et donc, dans ce plan d'action, il faut continuer à maîtriser les flux et le stock, c'est-à-dire continuer à maîtriser les données qui vont être gérées. Il faut être capable de pouvoir tracer toutes les opérations concernant les données. Il faut être capable de pouvoir, à la demande du particulier, pouvoir lui produire la cartographie exacte des données qui sont contenues dans les conteneurs de données, de pouvoir éventuellement les effacer. En tout cas, de savoir très exactement ce qu'il en est à partir de ces données confidentielles. Il faut être capable de pouvoir tracer les attaques, et il faut pouvoir être capable d'agir rapidement, on l'a vu tout à l'heure, 72 heures en cas de tentative de violation de ces données. Donc, l'ensemble de ces opérations sont inscrites dans un plan d'action qui doit être fourni par les équipes qui nous font les audits préalables. Et ensuite, les solutions qui sont à mettre en œuvre, ça sera une deuxième étape, hein, c'est la vie du RGPD au-delà de l'acte fondateur qui va être constitué par les différentes analyses proposées par les cabinets d'avocats, par les sociétés spécialisées, par beaucoup aujourd'hui de faiseurs qui proposent ces analyses préalables. C'est auprès d'eux qu'il faut s'adresser pour réaliser les audits. Alors pour les audits, oui, c'est une spécialisation. Après, pour les solutions, on reviendra probablement vers des intégrateurs, de façon à pouvoir mettre en place des solutions de sécurisation, des solutions d'analyse des flux, des solutions d'analyse de stock, des solutions qui permettent de respecter le plan d'action et de le prouver auprès des instances en charge des contrôles. Très bien. Très bien, merci Alain. On a une petite question plus technique, peut-être pour vous, Morgane. On nous signale que les connecteurs sont prêts. Le délai de 2 ans est plus court aujourd'hui que pour la mise en place opérationnelle, plutôt 3 à 6 mois. C'est certain qu'on a fait le crash test. Donc maintenant, on connaît les habitudes des éditeurs. Je ne connais pas encore les habitudes des intégrateurs. Mais ce qui est certain, c'est qu'en théorie, ce qui est fait n'est plus à faire. Mais chacun souhaitant générer des revenus récurrents, chaque client pouvant aussi constituer un peu un cas particulier, il y aura peut-être des développements nouveaux, mais beaucoup de connecteurs bidirectionnels complexes qui existent aujourd'hui, à ma connaissance, n'ont pu être à faire. Nous, on a dû donc rapprocher, alors, je ne sais pas si c'est une caractéristique spécifique à la Manche, mais comme on a beaucoup de petites collectivités, ce monde-là tourne autour de 2-3 éditeurs, dont un très majoritairement en place. Donc, quand on a fourni en fait ce connecteur, on a une faculté de démultiplication énorme. Il est évident, enfin, en tout cas, là, je plaide pour les finances et la préservation des finances des collectivités. Je ne pense pas qu'un bon intégrateur ferait repayer un patrimoine qui est devenu quelque part un bien commun. Mais de notre côté, il reste des connecteurs à développer. Hein. Là, on est, on va dire, au début de la constitution de notre SOC, mais il y a une constellation documentaire. Voilà. Mais nous, en fait, on a travaillé sur cette couture à travers le bus vers notre GED, sur ce lien avec les applicatifs, sachant que la GED sera, nous, l'interface qui va demain travailler avec le SAE. Donc, on ne va pas relier ensuite à nouveau en fait, des tonnes de connecteurs vers un SAE. Donc ça, c'est un choix méthodologique, j'ai envie de dire, presque de bon sens. Mais voilà. Après, il faut quand même supporter la mise
mise à niveau des connecteurs, il y aura forcément un peu de maintenance. Ouais. Pour revenir au RGPD, Alain, peut-être, on a parlé du RGPD, on est parti du postulat que les gens savaient exactement ce que ça contenait, ce que ça signifiait. Peut-être on peut rappeler les risques encourus s'il n'y a pas de mise en conformité, s'il n'y a pas de prise en compte du RGPD. Bon, on a vu, hein, donc on a des risques qui sont de nature financière et pénale. Hein. Donc les spécialistes en matière d'audit RGPD connaissent très bien ces risques. Chez Océane, il y a une partie hein, de Océane qui s'applique à ça, hein, qui fait des audits RGPD. Ce sont essentiellement, alors ça ne va pas arriver le 25 mai, la première journée, mais à partir du moment où il aura été constaté des défaillances et des manques, l'œil sera braqué sur la société. Donc il faudra pouvoir rapidement réagir. Et on aura quand même quelques temps, à chaque fois qu'il y a eu ces grands mouvements qui ont été mis en place, je pense à IDAS par exemple, il y a eu quand même une année complète pour se mettre en conformité. Donc il y aura probablement un peu de temps qui sera accordé et il y aura l'effet bonne volonté qui sera pris en compte, je pense. Mais c'est vrai qu'au-delà des plans d'action, il faudra effectivement se mettre en mouvement vers des solutions permettant de bien connaître son fond documentaire. Donc, au-delà des audits hein, qui sont réalisés par des sociétés spécialisées, hein, donc, effectivement, le risque peut être de nature financière, hein, on a vu 4% du chiffre d'affaires, ou même juridique. Je complète juste ce propos avec une vision du coup plus secteur public. Je ne crois pas qu'il faille absolument voir cette transposition dans l'univers des collectivités comme absolument par l'angle du bâton. Il est assez normal que la collectivité s'intéresse à son patrimoine de données. Peut-être que le RGPD et la Libye, pour déjà connaître et cartographier ces données, mettre en place les bons process, les classifier, les cartographier, appliquer les bons traitements en fonction de la nature de ces données dans un contexte. Voilà, mais c'est, à mon sens, le gendarme, je pense la CNIL, mais je ne peux pas parler en leur nom et dire le contraire de ce qui est dans le texte de loi, mais il y a un pragmatisme qui veut que ce qui va être recherché, c'est la bonne foi. Une collectivité qui a mis en place son DPO, une collectivité qui est en train de lancer une cartographie, on peut lui demander en un claquement de doigts. Après, du point de vue sens de l'action publique, il faut aussi intégrer qu'il n'est pas anormal qu'un citoyen sollicite sa collectivité pour connaître le patrimoine de données qui est attaché au traitement de son profil. Et du coup, ça, c'est un devoir de transparence, de constitution, de logique de confiance. Voilà, c'est une étape pour aller vers la numérisation. Hein. On dit que dans les études sur l'inclusion numérique, il y a plus de 30% de la population qui ne se déclare pas forcément à l'aise. Je ne suis pas sûr du chiffre, mais je crois que c'est. Enfin, j'avais été vraiment surpris du volume dans les démarches administratives et que au cœur de ce problème était l'accompagnement, la maîtrise de l'outil, ok, mais il y avait aussi une logique de confiance. Donc ça part aussi d'une règle de bienséance entre une collectivité et un citoyen. Et pour élargir, finalement, peut-être en guise de conclusion, hein, quel est votre regard d'expert sur la transformation globale numérique, finalement, des collectivités, hein, principalement des secteurs publics, hein, sur la vitesse et peut-être les freins, les contraintes que cela engendre, et en tout cas sur la bonne voie, sur la marche à suivre. Quel est votre regard là-dessus, sur cette transformation globale de dématérialisation et de transition numérique? Je ne parle que pour un monde que je connais, celui du secteur public. Work in progress. Je veux dire, le monde des collectivités, il n'y a pas cette logique où on nous disait, cette logique darwinienne où le monde s'effondre si on ne va pas à la transformation. Les collectivités investissent beaucoup de temps dans l'information, dans l'outillage. On le subit aussi beaucoup parce que ça vient beaucoup de la réglementation qui nous oblige, nous, à faire le rétropédalage. Et donc aujourd'hui, c'est pour ça que je parlais de ce programme concerté de la mise en place de l'administration numérique
entre État et collectivité. On est content aujourd'hui de pouvoir travailler en bonne intelligence et nous, pas devoir courir pour nous mettre en conformité pour supporter les grandes évolutions réglementaires de l'État. Voilà, les collectivités se réinventent et je pense qu'on rentre dans des démarches entrepreneuriales. On n'en est pas encore à l'ère de la collectivité libérée, hein, mais en tout cas, je pense que, enfin, il y a un phénomène générationnel. Et puis, je veux dire, le monde de la logique de performance, de la logique centrée vers le service, enfin, cet univers-là, il est dans l'ADN des collectivités, hein, l'adaptabilité. Hein. C'est au cœur. Alain, peut-être Oui, alors ça, les prémices, hein, le législateur a précédé ce mouvement de numérisation, puisque déjà en 2000, hein, le Code civil a été modifié de façon à pouvoir donner aux documents électroniques d'une certaine façon la même force probante que le document papier. En 2000, ça fait quand même maintenant un certain temps. Derrière, les solutions ont suivi, hein, il y a quand même des conditions. Il faut savoir qu'il y a des conditions d'identification et d'intégrité. Je vais y revenir dans 2 minutes. Ensuite, on a vu apparaître les coffres-forts, force probante. On a vu apparaître, et puis récemment, la signature électronique commence à se déployer vraiment beaucoup. On a vu la loi El Khomri qui a été très bénéfique au bulletin de salaire dématérialisé. Bon, maintenant, ça, c'est quelque chose qui fait progresser les coffres également. Je crois savoir que les salariés qui essayent le coffre Digipost l'adoptent. Essayer, c'est l'adopter, comme disait un slogan autrefois. Donc ça, c'est une chose. On voit apparaître maintenant des solutions, la facture électronique, dématérialisation de la facture qui commence petit à petit à s'imposer, les déclarations fiscales qui ont été dématérialisées. On voit que des pans entiers, des secteurs entiers se dématérialisent. Les volumes papier restent effectifs, mais ils diminuent. À la Poste, on sait bien que les volumes diminuent tous les ans, hein, de courrier échangé sous format papier. Les grands factureurs ont dématérialisé les relevés, les factures depuis pas mal de temps. Donc, on a encore aujourd'hui des questions essentielles qui se posent, notamment en termes d'identification et d'authentification du destinataire du recommandé électronique, par exemple. Donc, aujourd'hui, le recommandé électronique nécessite que vous puissiez déterminer avec précision quelle est l'identité du destinataire, à qui est-ce qui va recueillir ce document. Donc, il y a encore des points qui restent à régler. Je pense à l'identification et à l'authentification. Tout ce qui relève de l'intégrité du document a été quasiment réglé. Donc, je pense qu'on a encore des grands secteurs sur lesquels le numérique va pouvoir progresser. Mais work in progress, je confirme. On a fait, ce sont des processus qui se mettent en place de façon exponentielle, quoi. Beaucoup de réticence, beaucoup de résistance au début pour des raisons essentiellement de sécurité. Et puis une fois que ça se déploie, ça va très très vite. Donc je pense qu'on est encore dans une phase d'accélération du déploiement. Merci Alain. Nous avons juste le temps de prendre une dernière question qui est très opérationnelle, mais plutôt sur l'aspect communication du nouveau process de gestion des données, hein, finalement, alors, en lien soit l'AGED ou du RGPD ou les deux, hein, mais auprès des agents de terrain, finalement, qui sont amenés à les manipuler. Est-ce qu'il y a un retour d'expérience par rapport à sa mise en place à la communication auprès des utilisateurs, finalement, de ce nouveau process? Alors, nous, on a mis en place des animations de terrain. De toute façon, il faut aller au contact des gens. Hein. Alors, il y a déjà un dispositif d'acculturation qui existe dans des grosses collectivités, et ça s'est fait dans des logiques internes, je pense, au conseil départemental, par exemple. Mais pour les petites communes, là, on va au-devant, on va sur le terrain et on fait des sessions. Donc là, on a découpé la Manche en 3 secteurs et on a fait des campagnes terrain pour sensibiliser à ces enjeux. Quand on parle de la RGPD, il faut aussi présenter tout le plan de dématérialisation globale qui est en train de se mettre en place. Donc, c'est l'occasion de rappeler, de remettre ça dans une stratégie globale de dématérialisation. Donc, nous, on a choisi le terrain. Mais on parlait aussi, ça fait partie de ce travail. Avant la transformation, il y a d'abord la sensibilisation, la construction du sens. Et ce qui a longtemps été reproché, que j'évoquais sur la nécessité de construire ce travail en bonne intelligence, c'est que
il y avait un empilement de réglementation que les collectivités subissaient. Et ensuite, nous, il fallait rattraper, en plus de nos propres objectifs de transformation, nous adapter au déversement de réglementation de l'État. Aujourd'hui, on est parti dans des logiques beaucoup plus vertueuses de co-construction, mais là, j'ai un discours complètement prosélyte, mais c'est vrai que adresser des centaines de collectivités, c'est plus simple quand on s'adresse à des structures de mutualisation qui elles-mêmes ont cette force réticulaire ou cette faculté à concevoir des solutions globalisées pour ces membres. Donc là, évidemment, ce discours est un peu prosélyte. Et puis, il ne faut pas oublier que dans les... il n'y a plus de 36 000 communes, il y en a 35 000, je crois, maintenant, mais enfin, la commune type en France, c'est pas une commune de 20 000 habitants. Donc, il faut aussi voir que déjà, c'est devenu un peu un sacerdoce de devenir maire. Mais quand on voit les réglementations qui s'abattent, voilà, c'est dans la chaîne du quotidien et des priorités, remettre au sein des différentes priorités ce sujet de la RGPD, c'est pas quelque chose qui se fait naturellement. Donc le travail de sensibilisation, il va être encore un peu long, mais voilà, la logique que j'évoquais d'amélioration des cycles de décision, de transparence dans les traitements, enfin, tout le monde est d'accord avec ça. Enfin, je ne connais pas un agent de la fonction publique qui ne partage pas cette idée, je ne connais pas un élu qui ne soit pas soutien de ça. C'est simplement que c'est une priorité qui vient se noyer parmi beaucoup d'autres priorités. Donc il faut remettre du sens et construire une stratégie globale de dématérialisation en cherchant un peu à urbaniser tout ce qu'on fait quand même pour ne pas partir dans tous les sens. Donc, on a choisi la GED comme la pierre angulaire, mais je ne dis pas que c'est l'alpha et l'oméga de tous les modes opératoires. Merci Morgane. Nous arrivons au terme de cette webconférence. Merci à nos deux intervenants, Alain Lvic, Morgane Hervé, pour votre expertise, votre participation à cette webconférence. Pour tous ceux qui n'auraient pas eu de réponse à leurs questions, VK continue à vous accompagner par le biais de son service VK Ligne Expert et par le biais de l'ensemble de ses services documentaires. Vous retrouvez tous les enjeux liés à la dématérialisation sur nos collections finances, marchés publics notamment. Vous pouvez bénéficier des solutions Océan Consulting sur les problématiques de GED et de RGPD. Et nous nous retrouvons très bientôt pour une autre webconférence VK. Merci à tous. Merci à vous. Merci à tous.